Bonjour Thomas Piketty. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous inaugurez avec nous ce tout premier rendez-vous, Le Long Regard. Ce sera un rendez-vous mensuel avec un intellectuel, un artiste. Et merci d'accepter de faire partie de ce premier numéro. Vous êtes chercheur en sciences sociales, vous êtes aussi économiste. Vous venez de publier Capital et idéologie aux éditions du Seuil. On va y revenir longuement, mais d'abord, quand même, vous proposez à travers ce livre une analyse fine, évidemment, du monde dans lequel on vit, des inégalités qui augmentent constamment. Vous faites aussi des propositions très concrètes dans ce livre. À qui s'adresse ce livre? C'est une question un peu facile, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, elle s'adresse à tout le monde, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas une partie de la population que vous souhaitez interpeller à travers ce livre? Tous les gens qui sont un peu plus politisés, pour toutes les personnes qui sont en lutte, enfin c'est beaucoup dire, enfin tous ceux qui se disent que ce système capitaliste a besoin d'être totalement transformé, remis à plat, sont évidemment des personnes qui sont plus naturellement susceptibles d'être intéressées par l'histoire que je raconte là. Mais bon, j'espère voilà, qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont moins mobilisées, qui sont démobilisées même parfois, qui peuvent être intéressées par cette histoire, après pour en tirer leurs propres conclusions, éventuellement pour se mobiliser. Oui, parce que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il est aussi facile d'accès, mais quand même, je vous posais la question, parce qu'on a l'impression que la classe politique, notamment à gauche, les dirigeants, les hommes et les femmes politiques ont rompu avec le monde des idées, avec le monde des intellectuels. Est-ce que c'est aussi ça, la faiblesse de la gauche aussi ? Oui, c'est sûr. Après, je ne sais pas s'il y a eu un âge d'or où les choses étaient forcément totalement différentes. Donc moi, je pense de toute façon la politique, elle est faite par les citoyens, par les acteurs, les militants, les manifestants. Donc l'idée qu'il faudrait séparer la population entre une petite classe d'acteurs politiques et puis un immense troupeau de followers me semble une idée tout à fait à rejeter, quoi. Donc c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Donc je pense que très souvent les responsables politiques en fait se contentent de remettre dans leur discours ce qui à un moment donné du temps leur paraît faire consensus, de peur de se faire taper dessus si jamais ils disent quelque chose qui ne fait pas entièrement consensus. Donc finalement ce qui compte c'est plus comment se forme ce consensus, parfois dans des directions qui ne sont pas du tout les bonnes, et donc voilà, c'est plus dans la formation de l'opinion en général et dans l'évolution des idées, je pense que se situent les combats politiques les plus importants. Allez, on rentre dans le livre. Ce qui est intéressant, encore une fois, dans ce livre, c'est que vous revenez sur la définition traditionnelle, simpliste peut-être d'ailleurs, de la question des inégalités. Mais d'abord, avant d'y revenir, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur ce que sont les inégalités aujourd'hui ? Consensus scientifique sur les inégalités. Alors là, c'est compliqué. Les inégalités, enfin, moi, j'essaye dans ce livre d'écrire une histoire des systèmes de justification des inégalités qui sont dès le départ des systèmes politiques, idéologiques. C'est-à-dire la question de comment on se représente les classes sociales et les catégories sociales entre lesquelles on va justement essayer d'analyser l'évolution des rapports de pouvoir, des rapports de force, des répartitions des richesses, des fonctions productives. C'est le cœur du débat, c'est aussi justement ces catégories elles-mêmes, la façon dont on les construit, les déconstruit au fil de l'histoire. Donc moi j'essaye, dans cette histoire des régimes inégalitaires, de montrer plusieurs choses. D'abord de montrer que même si les luttes sociales sont un moteur dans l'histoire, dans les transformations de ces régimes inégalitaires, les luttes idéologiques, disons les luttes en termes d'idées sont au moins aussi importantes et sont souvent très étroitement liées, mais c'est pas non plus mécanique. C'est-à-dire que les luttes sociales, la conflictualité peut parfois avoir des débouchés enfin, soit ne pas avoir de débouchés, soit avoir des débouchés intellectuels ou politiques ou institutionnels qui sont pas exactement ceux qu'on aurait pu souhaiter au départ. Et donc, il faut, pour comprendre le changement historique dans le passé, avec toutes les trajectoires parfois imprévues qu'on observe, la Révolution française aurait pu déboucher sur d'autres trajectoires que celles sur lesquelles elle a débouché, la Révolution bolchevique aussi, enfin tous les grands moments de crise. Il y a une diversité de trajectoires possibles qui vont dépendre des rapports de force, des luttes sociales en présence, mais qui vont aussi dépendre des répertoires d'idées, d'idéologies, de nouveaux systèmes d'organisation de la société, et notamment d'organisation des relations de propriété, qui ont été débattus avant. Donc moi, j'essaye de remettre au centre de l'analyse des inégalités en général la question du régime de propriété, qui est un régime d'abord de pouvoir, parce que la propriété, c'est le pouvoir des différentes personnes, les uns sur les autres, des différents groupes, classes sociales, les uns sur les autres. Et j'essaye de réfléchir 30 ans après la chute de l'Union soviétique, enfin la chute du communisme soviétique, donc on est en 2019, moi je fais partie d'une génération qui a eu 18 ans en 89, je suis né en 71, là j'ai 48 ans, j'ai vu ces 30 ans de vie adulte, j'ai été comme tout le monde beaucoup marqué par cette chute du communisme soviétique, mais
qui a ouvert la voie vers une nouvelle phase de sacralisation du marché, de la propriété privée, de l'hypercapitalisme. 30 ans plus tard, le message général de ce livre, c'est de dire, bon voilà, il est peut-être temps quand même de se rendre compte à quel point le balancier est reparti dans une direction beaucoup trop loin, enfin c'est le moins qu'on puisse dire, et il est temps essayer de repenser, de se donner les moyens intellectuels, de repenser des formes de dépassement du capitalisme, des formes de socialisme qui prennent pleinement en compte l'échec soviétique, mais qui en même temps prennent aussi en compte tous les succès qui ont eu lieu, les luttes sociales qui ont mené, des transformations politiques qui ont mené à des phénomènes de réduction des inégalités, d'émancipation très réussis dans beaucoup de pays au XXe siècle, qu'il faut prolonger aujourd'hui. Voilà, il est temps de refaire le tri et de reprendre le fil de cette histoire. Alors, juste avant de revenir sur la question de la propriété privée, on le disait, donc vous proposez une définition qui est assez large de la notion de l'idée d'inégalité, et vous ciblez notamment 3 institutions clés, que sont l'économie, le politique et l'éducation. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est restrictif? Est-ce que c'est pas plus global? Est-ce que précisément les inégalités, c'est pas quelque chose de transcendant? Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait... Vous dites qu'il n'y a pas de déterminisme de l'économie. Et est-ce qu'il n'y a pas, pour autant, il n'y a pas une hiérarchie, en fait, qui pourrait y avoir entre l'économie, qui pourrait déterminer à la fois le politique et a fortiori l'éducation? Non, je crois pas. Je crois que tout ça est construit au fil du temps. Les inégalités sont toujours multidimensionnelles. J'explique au début du livre qu'il y a 2 questions structurantes, selon moi, qui sont la question de la frontière et la question de la propriété. Donc la question de la frontière, c'est simplement les limites de la communauté politique auquel on s'identifie, alors qui peut être la communauté humaine universelle, qui peut être la tribu au sens le plus étroit, qui est souvent entre les deux, et qui se redéfinit en permanence, et qui, dans le cadre de la mondialisation aujourd'hui, est aussi en train de se redéfinir, et c'est quelque chose qui n'est pas donné. Enfin, il n'y a jamais rien de particulièrement naturel dans le fait que les Bretons et les Franciliens devraient avoir plus de sentiments de solidarité entre eux que les Bavarois, les Saxons, les Catalans, les Grecs. Enfin, tout ça est construit historiquement par des institutions, des expériences communes, des expériences politiques, historiques. Donc cette question de la frontière est une question structurante parce que c'est évidemment la question qui fait qu'on se pose déjà la question des inégalités, des relations entre groupes sociaux sur une certaine échelle et pas sur d'autres. Moi, j'essaye de plaider pour des dépassements, des nouvelles formes de dépassement de la frontière et de modes de régulation transnationale des rapports de pouvoir, des rapports d'inégalité. Et voilà, tout ça est un combat, un processus. Donc c'est la question de la frontière. Puis la question de la propriété, c'est la question qu'est-ce qu'on a le droit de posséder dans une société, quelles sont les règles, quel est le système légal, fiscal, permettant de réguler ces relations de propriété. Les questions du système fiscal, du système éducatif jouent un rôle central dans ce schéma général, mais la question de la propriété est vraiment première. Est-ce que dans tout ça, on peut ramener ça à des idées sur la primauté de l'économique, sur le politique? Je ne pense pas, parce que cette séparation justement entre ce qui relève de l'économique et du politique me semble très artificielle et en fait correspond à une construction à un moment donné du temps, justement dans les sociétés de propriétaires au XIXe siècle, où on prétend que voilà, le politique a été ramené à une fonction de protecteur du droit de propriété. Finalement, l'État est là pour maintenir l'ordre et en particulier s'assurer que le propriétaire, quelle que soit l'étendue de ses droits, y compris quand il s'agit de droits de propriété sur les esclaves, ne pourra jamais être mis en cause sans une compensation financière intégrale. Donc là, on a un régime qui met au centre la propriété et qui prétend séparer complètement le politique qui est là, qui fait très peu de choses, qui protège la propriété, et ensuite l'économique dans lequel les individus, enfin libres face à leurs droits de propriété, vont pouvoir donner cours à tout leur génie créatif, inventif, à la croissance économique, etc. Mais cette séparation, en fait, ne tient pas parce que il y a toujours le besoin de définir comment la communauté politique va s'organiser, à travers quelles décisions. Donc si on veut aller jusqu'au bout de la logique propriétariste, il faudra un régime censitaire, avec vraiment des droits, d'un pouvoir politique qui ne dépend que de l'étendue des propriétés de chacun, qui est mis en place à un certain moment dans les sociétés européennes du XIXe siècle, que la Suède, de façon intéressante, est le pays qui pousse le plus loin, c'est-à-dire entre 1865 et 1911, la Suède met en place un système de droit de vote qui, là, est complètement proportionnel à la fortune des individus, donc c'est vraiment le point extrême, d'une certaine façon, de la pensée propriétariste et censitaire.
que dans les régimes français ou britanniques, plutôt au XIXe siècle, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'il y a les gens au-delà d'un certain niveau de propriété qui votent, ceux qui sont en dessous ne votent pas. Et voilà, en gros, il y a 2 catégories de citoyens, c'est très simple. Les Suédois raffinent ça à l'extrême, avec un nombre de voix parmi les propriétaires qui peut aller de 1 à 100 voix, 1 pour les petits propriétaires, 100 pour les très grands propriétaires, et même dans les élections municipales, il n'y a aucune limite. Et vous pouvez avoir comme ça plusieurs dizaines de communes en Suède jusqu'en 1911 où un seul individu a, de façon parfaitement légale, plus de 50% des droits de vote. Et ça illustre que voilà, l'économique, le politique. Alors, quand on décrit ce système inégalitaire-là de droit de vote, est-ce qu'on décrit un système économique, un système politique? Bon, c'est les deux à la fois. Pour moi, je préfère le décrire comme un régime inégalitaire qui est à la fois un régime de propriété et un régime politique, un régime de frontières. Donc ensuite, voilà, il y a les différents groupes sociaux en présence développent différentes visions, différentes idéologies de comment ces règles institutionnelles devraient être transformées, devraient s'agencer les unes avec les autres. Sur la base des expériences plus ou moins réussies de transformation, de révolution, de révolte, on essaie différentes choses. Les uns les autres apprennent de ces expériences, essayent d'aller plus loin, parfois sont influencés par des influences extérieures, souvent d'une façon violente à travers des rencontres de type de domination coloniale, parfois d'une façon plus apaisée à travers des expériences partagées, des livres, des formes d'échange, parce qu'heureusement tous les échanges ne se résument pas à des rapports de domination. Et c'est cette histoire que j'essaye de raconter. Je crois j'essaye un petit peu justement d'aller au-delà du débat sur est-ce qu'on a la superstructure économique. J'essaye de montrer que, en fait, en pratique, ça se passe pas comme ça. En pratique, la sphère des idées a une autonomie qui joue toujours un rôle. C'est-à-dire que la révolte en tant que telle ne définit pas forcément le régime dans lequel on se situe ensuite. Et il y a beaucoup de débouchés possibles. Moi, je soutiens, quand j'analyse la Révolution française, je soutiens que le régime de sacralisation de la propriété qui se met finalement en place au XIXe siècle n'était pas forcément écrit d'avance. C'est-à-dire que les événements révolutionnaires auraient pu se dérouler de façon différente, il y aurait pu avoir des redistributions des propriétés beaucoup plus fortes, les débats sur l'abolition de l'esclavage et les trajectoires esclavagistes puis coloniales qui ont eu lieu ensuite auraient pu se dérouler de la façon. Donc il y a toujours des alternatives et il n'y a pas de... Les choses ne peuvent pas se réduire, ces questions d'organisation de la propriété, d'organisation du système de frontières sont trop complexes pour qu'on puisse prétendre que tout ça se réduit à une éternelle lutte d'une classe qui opprime avec une classe qui est opprimée et qui doit se libérer de ses chaînes. Parce qu'une fois qu'on est libéré de ses chaînes, il reste plein de façons d'organiser un régime de propriété, un régime de frontières, et personne n'aura jamais la vérité ultime sur le régime de propriété parfait, le régime fiscal parfait, le régime législatif parfait. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout relativiser. Je pense qu'il y a quand même la possibilité d'un apprentissage de la justice est possible. Moi, j'ai un côté un peu idéaliste par rapport à ça, et je pense que y a d'ailleurs un mouvement vers long terme, vers une forme de socialisme démocratique qui, je pense, est en cours, même s'il y a eu une interruption très forte dans les années 80-90. Je pense que cette histoire va, d'une certaine façon, reprendre son cours avec des phases de régression, avec des luttes qui n'aboutissent pas sur ce qui était prévu au départ, mais qui a quand même une certaine évolution dans cette direction, mais qui demande quand même de prendre au sérieux les idéologies développées par les uns et par les autres, y compris les plus extrêmes. Donc moi, j'essaye d'avoir un peu de... Enfin, à la fois, ma vision est quand même orientée, je prends position à la fin, mais j'essaye de donner une chance, si je puis dire, à des discours idéologiques sur les inégalités, parfois très extrêmes, pour essayer aussi de mieux les dépasser, d'en comprendre la logique, parce que la diabolisation du discours propriétariste, par exemple, ne permet pas forcément de comprendre ces lignes de force qu'il faut comprendre, je pense, pour mieux le remplacer et le dépasser. Encore un mot quand même sur les contours et même sur la définition des inégalités, sur l'éducation justement. L'école de la République, ça a un sens pour vous? Cette formule égalité des chances, qu'est-ce qu'elle recouvre? Potentiellement, ça a évidemment un sens, et ça a un sens dans le sens où la scolarisation primaire universelle ou quasi universelle, la scolarisation secondaire universelle ou quasi universelle sont des acquis considérables à l'échelle des siècles précédents. C'est vraiment le socle
qui permet un accès au bien fondamental par excellence, qui est l'éducation, l'accès à la culture. Après, le problème, c'est que l'idéologie de l'égalité des chances, de la méritocratie, du mérite individuel, etc., est une des idéologies les plus dévastatrices, les plus violentes et les plus oppressantes finalement, qui a été développée pour justifier des inégalités souvent insupportables et qui a été développée. Alors on trouve des traces de cette idéologie à toutes les époques. C'est-à-dire à toutes les époques, il y a une tendance aux classes dominantes à essayer de faire valoir leurs vertus, leur diligence, leur mérite et de stigmatiser les pauvres pour les défauts inverses, leur manque de vertu, de diligence. Donc ça, bon, rien de nouveau sous le soleil. Mais ce discours prend quand même des proportions nouvelles au XXe siècle, au XXIe siècle. Il y a des historiens du Moyen-Âge avaient insisté sur le fait qu'en fait, ce processus où le discours méritocratique prend l'importance commence déjà, d'une certaine façon, avec la fin du travail forcé, la fin du servage, où, d'une certaine façon, à partir du moment où les classes populaires deviennent libres, au moins formellement, du point de vue de leur droit de déplacement, ce qui est quand même déjà important, on a besoin de les dominer d'autres façons, et donc il y a des discours visant à justifier les mérites des uns et des autres se prennent une importance nouvelle. Bon, il y a une étape nouvelle est franchie au XXe siècle avec notamment le développement de l'enseignement supérieur, le développement de l'éducation en général, où là, les gagnants du système éducatif, qui sont en grande partie, mais pas seulement, issus des classes sociales historiquement les plus favorisées, développent pour justifier leur position des systèmes de croyances visant à stigmatiser les perdants pour leur manque d'effort, leur manque de vertu, qui peuvent être des discours d'une très grande violence et qu'on trouve moins en fait dans les systèmes plus anciens inégalitaires, dans les sociétés d'ordre d'ancien régime ou les sociétés de caste indiennes, qui finalement pensent l'inégalité plutôt comme sur une logique de complémentarité fonctionnelle entre les groupes où chacun est dans une position qui est certes hiérarchisée, qui est différente, mais tout le monde a besoin de chacun. Alors, il y a toujours la métaphore corporelle avec les basses castes ou les basses classes dans le rôle des jambes et du corps et les hautes classes dans le rôle des bras pour les guerriers ou de la tête pour la classe intellectuelle et religieuse. Alors évidemment tout ça est très hiérarchique et pas forcément très agréable pour ceux qui sont à la place des gens, mais en même temps, au moins on a besoin de tout le monde. Il n'y a pas cette idée, et puis personne n'est responsable vraiment, on peut se réincarner dans une autre caste, enfin, les gens ne sont pas forcément responsables de là où ils sont, c'est juste qu'on a besoin pour l'organisation sociale d'organiser des choses comme ça. Beaucoup d'hypocrisie évidemment dans le discours, mais au moins il n'y a pas cette stigmatisation très forte des perdants pour leur manque supposé de mérite. Et c'est là que l'inégalité moderne peut être extrêmement violente. Bon, il y a un discours que je cite dans le livre, d'ailleurs que je citais déjà dans le livre précédent, qui est assez incroyable de ce point de vue-là, qui est Émile Boutmy, donc qui fonde Sciences Po en 1872, l'école libre des sciences politiques, et c'est un discours vraiment hallucinant, là je me souviens plus de la page, mais vous le retrouverez facilement, qui dit en substance, donc on est en 1872, le suffrage universel vient d'être rétabli, et pour la première fois va s'appliquer de façon durable, et Boutmy dit, maintenant que les classes qui se disent supérieures vont devoir se soumettre à la loi du plus nombreux, et il n'en est pas du tout content de cette nouvelle réalité, il est essentiel que ces classes démontrent par des talents et des connaissances considérables qu'on ne saurait se passer d'elles sans commettre une grande folie. Je cite de mémoire, mais en substance, il est en train de dire, maintenant que le suffrage universel risque d'exproprier les classes possédantes, il s'agit, dans l'ordre du mérite éducatif, de démontrer une supériorité telle que personne ne pourra se passer de nous. Et cette citation est assez formidable parce qu'effectivement, elle dénote d'un sens stratégique sur la nouvelle mode de légitimation des inégalités qui, depuis 1872, a fait son chemin et a continué et continue d'imprégner le monde moderne. Donc tout ça pour dire que le discours sur l'égalité des chances et en matière éducative, la méritocratie éducative, etc., il faut s'en méfier au plus haut point. Et je pense que la seule façon de réagir par rapport à ça, c'est de formuler des exigences en matière de justice éducative beaucoup plus ambitieuses et surtout vérifiables, enfin qu'on puisse s'approprier, c'est-à-dire qu'on puisse se dire, voilà, c'est quoi la justice éducative, quelles sont notre façon de le mesurer, parce que c'est vrai que moi j'essaye de façon générale de montrer que dans l'histoire, le développement d'outils cognitifs de type des recensements pour mesurer si le suffrage universel est bien appliqué, les barèmes fiscaux pour vérifier que l'impôt essaye de demander plus à ceux qui ont plus de revenus ou plus de patrimoine que ceux qui en ont moins, ou en termes de justice éducative, on a besoin de se donner des outils cognitifs permettant, là encore, aux luttes de se fixer des débouchés, et aux uns aux autres de vérifier dans quelle mesure
les promesses d'égalité correspondent, oui ou non, à une réalité, à un progrès, sans se faire d'illusions sur la qualité de ces outils cognitifs qui seront toujours manipulés, manipulables, qui feront l'objet de conflits, de luttes. C'est quoi le revenu, le capital, qu'est-ce que ça veut dire l'égalité face au vote, quel système électoral pour transformer les votes en décisions, quelle capacité de demander des référendums. Enfin, il y a plein de choses qui ensuite font l'objet de lutte, mais au moins il y a des outils de vérification qui pour l'instant n'existent pas sur le plan de la justice éducative. C'est-à-dire que je fais un moment l'analogie, je crois, dans le livre, la situation actuelle sur la question de la justice éducative est un peu la situation de la justice fiscale sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire où on n'avait pas encore créé des barèmes d'imposition en fonction du revenu du patrimoine, et en gros on répartissait la charge fiscale à des fermiers généraux dans des provinces. Enfin, je ne veux pas dire que les inspecteurs d'académie soient exactement comme ça avec les ressources, mais c'est un petit peu comme ça, dans le sens où il n'y a pas de règle très claire sur comment on alloue ou pas les moyens, par exemple dans les établissements REP défavorisés. On fait semblant, année après année, qu'on a des systèmes de primes formidables, etc. Sauf que quand on regarde les données, on se rend compte que ce qui frappe surtout, c'est que vous avez 30% de vacataires en Seine-Saint-Denis contre 1% dans le 5e arrondissement, que l'expérience moyenne est de 2 ans en Seine-Saint-Denis, alors que vous avez des agrégés en fin de carrière dans le 5e arrondissement, et qu'au total, les petites primes qui ont été foutues en REP ne pèsent rien par rapport à ces deux autres effets, ce qui fait qu'en fait, le salaire moyen par enseignant augmente de façon spectaculaire avec le pourcentage d'enfants issus de classes favorisées. Donc voilà, on connaissait déjà cette logique pour ce qui est de l'investissement public dans les filières sélectives des grandes écoles par rapport aux filières universitaires, mais c'est aussi vrai à l'intérieur du primaire, du secondaire, du collège comme du lycée, où de fait, il y a plus de ressources publiques au sens de salaire moyen par enseignant dans les établissements les plus favorisés. Donc là, le niveau d'hypocrisie est presque aussi considérable que ce que je montre dans le cas des États-Unis, dans un des graphiques de l'introduction, où on voit que la probabilité d'accès à l'enseignement supérieur aux États-Unis actuellement est quasiment une ligne droite par rapport au percentile de revenus des parents. C'est-à-dire les 10% des enfants dont les parents sont les plus pauvres ont à peine 20% de chances d'accès à l'enseignement supérieur, et on est à 95% sur les 10% les plus riches, et il y a pratiquement une ligne droite entre les deux. Et c'est là que l'écart entre le discours officiel sur l'égalité des chances, etc., et l'hypermobilité de la société américaine et la réalité auquel font face les classes défavorisées en termes d'accès à l'éducation, au pouvoir, à la propriété, enfin, l'écart est juste béant. Enfin, c'est complètement... là, on est vraiment dans le pur discours. Au cœur de l'actualité aussi, il y a la question climatique. En quoi justement ces questions, ou en tout cas les inégalités liées au dérèglement climatique, restructurent ou même peut-être redéfinissent aussi les termes des inégalités aujourd'hui ? Alors, la question climatique peut devenir la force de changement essentielle, le défi fondamental auquel on fait face, et pour la survie simplement de nos sociétés humaines, mais aussi une force motrice dans le dépassement du capitalisme et le passage à une forme de socialisme participatif, décentralisé, que j'appelle de mes vœux. En même temps, je pense qu'il ne faut pas instrumentaliser cette question climatique. C'est-à-dire que même si cette question climatique n'existait pas, il faudrait quand même dépasser le capitalisme et mettre en place cette forme de socialisme participatif que j'appelle de mes vœux. Donc il faut pas... Il se trouve que la question climatique est là, qu'elle est fondamentale, qu'elle est structurante, qu'il faut la prendre très au sérieux et qu'elle fournit, de surcroît, une raison supplémentaire pour ce dépassement. Mais je crois que parfois, il y a un risque d'instrumentalisation où on brandit l'étendard vert, l'étendard climatique, et on oublie un petit peu la question du changement de système économique, la question du régime de propriété, et on se retrouve parfois avec des forces écologistes qui sur les questions économiques ou fiscales ou sociales, peuvent être extrêmement conservatrices. Et pour le dire clairement, moi je suis quand même assez marqué dans la conjoncture politique française par le fait que une grande partie des élus d'Europe Écologie Les Verts d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans sont passés à La République En Marche et ont voté avec enthousiasme l'abolition de l'impôt sur la fortune. Et la moitié qui n'est pas passée à La République En Marche, est-ce qu'elle est forcément complètement différente de celle qui est passée? Et est-ce que s'il y avait cas d'école, un peu de scrutin proportionnel dans la prochaine Assemblée nationale, elle serait pas prête à faire une coalition avec La République En Marche? C'est une question qui me semble ouverte et méritée d'être posée. Et pour l'instant, j'entends pas de réponse claire. Et donc, il y a un risque, et en Allemagne, l'effet des Grünen a été, d'une certaine façon, quand même, de garantir la présence de la CDU au pouvoir. Donc il faut quand même s'interroger sur ces stratégies politiques, et le fait que la stratégie écologique n'aille pas toujours de pair avec une stratégie économique de dépassement du capitalisme, de redistribution, de réduction des inégalités, et reste parfois un peu flou dans ces options économiques, et quand même
un des problèmes structurels qui peut garantir la place des forces conservatrices au pouvoir. Donc, je dis ça, je sais qu'il y a beaucoup d'électeurs très sincères et beaucoup de personnes très sincères, mais il faut quand même se poser ces questions. Après, si on oublie ces questions de stratégie politique et puis de bisbille entre forces politiques françaises dans le monde actuel politique français, il est certain qu'on ne peut pas espérer atteindre la sobriété énergétique avec le niveau d'inégalité sociale qu'on a actuellement. D'abord parce que, comme je le montre dans le livre à partir de travaux que nous avons réalisés en particulier avec Lucas Chancel, il y a une concentration des émissions sur les groupes les plus favorisés à l'intérieur de chaque pays et au niveau mondial qui est extrême. C'est-à-dire les 10% des personnes qui émettent le plus de carbone sur la planète représentent presque la moitié des émissions carbone à elles toutes seules, et les 1% qui émettent le plus émettent davantage que les 50% de la planète qui émettent le moins. Donc là, il y a quand même une masse d'émissions carbone qui, déjà d'un strict point de vue quantitatif, a besoin d'être très sérieusement réduite pour réduire l'ensemble. Et puis, par ailleurs, d'un point de vue politique, on voit vraiment pas comment les groupes, les classes populaires, les classes moyennes accepteraient de changer leur mode de vie. Et il va être nécessaire de changer les modes de vie et pas simplement de ceux des groupes dominants. Et qu'on voit pas comment ils pourraient accepter ces efforts s'ils n'ont pas la garantie que les personnes au sommet, ne continuent pas d'émettre sans contrainte. Et donc là, c'est ça, l'affaire, la crise des gilets jaunes illustre évidemment à l'extrême ce qui arrive quand on se met à augmenter les taxes carbone, soi-disant au nom d'une stratégie climatique, alors qu'en fait l'argent en question n'est pas du tout utilisé pour la transition climatique, tombe dans le budget général à un moment précis où précisément le budget général finance la suppression de l'impôt sur la fortune, la suppression de l'impôt progressif sur les dividendes et les intérêts. Donc là, on a vraiment un clash complet entre... Gilets jaunes qui n'opposent pas justement la question sociale et la question climatique. Oui, la question inégalitaire et la question idéalement, qui les oppose pas, qui en pratique, dans les débouchés politiques concrets. Donc là, c'est là la différence entre, il y a la conflictualité sociale, il y a la convergence des luttes, idéalement, et puis, en termes de débouchés concrets, de programmes d'action sur le plan fiscal, sur le plan économique. Bon, il y avait une partie des Gilets jaunes demandait et demande toujours le rétablissement de l'impôt sur la fortune, et je pense que s'il y avait eu une plus grande justice fiscale et qu'on avait, au lieu d'utiliser cet argent de la taxe carbone pour réduire l'impôt sur la fortune, si on l'avait utilisé pour des investissements dans le domaine des transports, pour compenser les groupes qui étaient le plus touchés par l'augmentation des taxes sur les carburants, et si par ailleurs on avait pensé une taxation carbone qui soit une taxe progressive carbone, avec un système de carte carbone, comme je décris dans le livre et que d'autres personnes ont décrit avant moi, c'est-à-dire d'un système où on traite de façon différente les premières émissions carbone, la consommation énergétique de base pour une famille moyenne, et puis les tranches supérieures de consommation qui, elles, doivent être imposées de façon très très forte, avec même une interdiction au-delà d'un certain niveau d'émissions. Donc si toutes ces conditions avaient été remplies, oui, une forme de taxe carbone aurait pu être acceptable et il y aurait pu avoir une convergence entre des objectifs sociaux, les objectifs climat, la fin du mois, la fin du monde. Mais bon, ça fait beaucoup de si, et non seulement c'était pas le programme du pouvoir en place, c'est le moins qu'on puisse dire, mais même au sein des luttes et des groupes qui s'expriment sur la place publique à l'intérieur de ces différents mouvements issus des Gilets jaunes, des mouvements issus des manifestations climat, bon, ce débouché en termes de programme d'action commun est quand même encore très loin d'être là. Et la distance est considérable parce que tous les appels à une plus grande justice fiscale et à une plus grande mise à contribution des groupes les plus fortunés, des patriotes les plus importants, se heurtent en permanence à une espèce de désillusion générale face à l'idée même d'une justice économique. C'est-à-dire qu'on a tellement, depuis 30 ans, 40 ans, depuis les années 80-90, seriné l'idée que, de toute façon, ce n'était pas possible de mettre à contribution les plus favorisés. En fait, il y avait qu'un seul modèle économique possible, il n'y a qu'une seule politique économique possible, qu'on a créé un sentiment de désillusion considérable. Et donc l'idée même d'une économie juste, d'un impôt juste, pour beaucoup de personnes, y compris malheureusement des gens qui manifestent au titre du mouvement des Gilets jaunes, ce sentiment de désillusion est très fort. Et il est très fort aussi, malheureusement, et explique en partie une partie du vote pour les partis xénophobes, qui à partir du moment où on explique
que l'État ne peut plus rien, ne peut plus réduire les inégalités entre classes sociales, ne peut pas construire un système économique alternatif, et que la seule chose que peut faire l'État, c'est de garder ses frontières et de protéger les identités à l'intérieur de chaque frontière, bon, faut pas s'étonner que le conflit politique se concentre sur des histoires de garde-frontières et sur des histoires d'identité. C'est-à-dire que par construction, on limite le débat à ça. Et donc cette désillusion fait que beaucoup de personnes ont demandé la suppression des taxes sur les carburants, ont obtenu cette suppression, mais en termes de débouchés positifs, construction d'une justice fiscale commune. Bon, concrètement, Marine Le Pen, elle fait semblant d'être pour le rétablissement de l'impôt sur la fortune, mais dans le fond, elle s'en fout complètement. C'est-à-dire que dans son idéologie et dans l'idéologie qui s'exprime de ce côté-là de l'échiquier politique, l'idée, c'est pas on va construire un nouveau modèle de justice sociale grâce à un impôt progressif sur les grandes fortunes et un meilleur partage des richesses. L'idée fondamentale, ça reste on va taper sur les immigrés et sur toutes les personnes qui ne sont pas suffisamment blancs et européens, et de cette façon, on va vous protéger et tout va s'améliorer. C'est un discours qui ne marchera pas et qui ne ferait qu'aggraver les inégalités, les frustrations sociales, mais malheureusement, dans une situation où il n'a pas été pleinement essayé, beaucoup de personnes, compte tenu de la désillusion générale face à la possibilité d'un dépassement du système économique actuel, se résolvent à ça. Et donc, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a tout ça, quoi. Il y a un espoir de convergence des luttes, mais il y a aussi des années et des années de désillusion qu'il est difficile, malheureusement, aujourd'hui de dépasser, même si je pense qu'il est possible de le dépasser. Alors, vous consacrez quelques pages et formulez quelques propositions à la question des inégalités femmes-hommes, mais vous n'en faites pas vraiment toute une histoire. On pourrait penser que c'est une dimension pourtant très importante de l'idéologie des inégalités tout au long de l'histoire, avec des évolutions et des bifurcations possibles qui n'ont pas été prises en compte ou pas assez. Comment vous le justifiez, ça ? Alors, d'abord, la plupart des sociétés historiques dans l'histoire sont des sociétés totalement centrées sur la domination masculine. Donc ça, et même ça s'aggrave d'une certaine façon au cours de l'histoire. C'est-à-dire, je rappelle comment la mise en place des sociétés de propriétaires au XIXe siècle, avec un État centralisé garantissant le droit de propriété sur des vastes territoires, s'accompagne d'une certaine façon d'une aggravation d'une systématisation des systèmes de domination masculine, parce que comme on centralise au niveau d'un code juridique, code civil par exemple en France, les droits des pères et des mères, les droits des pères de famille sur la propriété familiale, en fait on durcit un système de domination masculine qui existait dans toutes les sociétés précédentes, hein, mais d'une certaine façon, on le rend encore plus systématique dans son application, et comme chacun sait, ça nous poursuit jusque très récemment, puisque jusque dans les années 60-70, il restait des asymétries fondamentales dans le code civil français, par exemple sur la possibilité d'une femme mariée d'ouvrir un compte en banque sans l'accord de son mari, de signer un contrat de travail, ou dans le traitement des adultères masculins et féminins dans le droit de la famille, qui n'ont disparu que tout récemment, très tardivement. Donc ce durcissement du système de domination masculine dans les systèmes légaux et dans les systèmes de propriété, c'est un phénomène qui a eu lieu depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu, voire fin du deuxième tiers du XXe siècle, dont nous sortons à peine. Donc moi j'insiste dans la partie du livre consacrée à ça, qui est courte effectivement, parce que malheureusement la violence de la domination masculine en termes de propriété, de droit de vote pendant l'essentiel de cette histoire fait que il y a un côté assez permanent et la domination sociale perdure. Pour le coup, oui, alors voilà, donc je passe un peu plus de temps à parler de la phase où on croit en sortir, et j'insiste beaucoup sur le fait qu'effectivement, non seulement elle perdure, mais que pour l'instant, la vitesse en termes de convergence dans les inégalités hommes-femmes est telle qu'il faudrait attendre, enfin je montre dans le livre, il y a un graphique là-dessus, où je montre qu'il faudrait attendre 2100 ou même 2144 au rythme des 20 dernières années pour atteindre la parité hommes-femmes au niveau des fonctions professionnelles les mieux rémunérées. Donc c'est vrai, la part des femmes, par exemple dans les 1% les plus riches, a un peu augmenté, passé de 10 à 20%, mais sur 20 ans, mais bon, si on voulait arriver à 50%, il faudrait attendre encore un siècle. Donc moi je pense que sans mesures extrêmement volontaristes comme il y a eu pour l'accès aux fonctions électives et qu'on pourrait avoir sur beaucoup d'autres secteurs, sur des postes de responsabilité, y compris dans le monde universitaire auquel j'appartiens, je pense que les choses ne changeront pas vraiment. Donc je pense qu'on a besoin de mesures radicales. Et en même temps, on a aussi parallèlement besoin de penser à un équilibre
vie familiale, vie professionnelle, qui permettent d'éviter de faire en sorte que le seul objectif soit de transformer les femmes qui le souhaitent pas en super cadres masculins, phallocratiques et très fiers de ne pas avoir vu leur enfant pendant tout le temps où ils ont grandi. Enfin bref, c'est pas du tout le but, c'est pas de généraliser ce modèle absurde. Et bon, moi je peux quand même dire, voilà, en tant que père de trois filles qui maintenant sont des jeunes adultes, 16, 19, 22, et voilà, donc je suis très très proche, je me sens très concerné, mais bon, voilà, comme nous tous, hein, pas plus que quelqu'un d'autre, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Alors, on va revenir précisément sur ce que le cœur aussi de ce livre. Vous nous expliquez tout au long du livre, et notamment à travers cette grande partie historique, comment on est passé d'un régime trifonctionnel à un régime de propriétaire, un régime propriétariste. Et puis vous finissez par nous expliquer qu'on est rentré dans une nouvelle ère qui est le néo-propriétarisme. En quoi justement le néo-propriétarisme est-il différent du propriétarisme? Et aussi, puisque c'est aussi le cœur de la critique de votre livre, en quoi ou comment ce que vous appelez l'hypercapitalisme n'est pas non plus le capitalisme? Alors, le monde du 19e siècle ne va pas renaître de ses cendres. C'est-à-dire que le monde capitaliste qui s'effondre avec la Première Guerre mondiale, la révolution bolchevique, la crise de 1929 et la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas reconstitué à l'identique, ne se reconstituera jamais à l'identique, parce qu'il ne serait plus accepté. C'est-à-dire ce monde-là, qui est le monde des sociétés de propriétaires classiques, qui va en gros de 1800 à 1914, est un monde qui connaît non seulement des inégalités gigantesques à l'intérieur de chaque société, et notamment de chaque société européenne, mais surtout qui est dans un régime d'inégalité internationale et de rapport de domination au niveau international, qui d'ailleurs finalement va finir par créer sa perte. C'est-à-dire qu'on est la contradiction ultime de ce régime d'accumulation capitaliste jusqu'en 1914, c'est le fait que les deux principales puissances coloniales, le Royaume-Uni et la France, accumulent des possessions dans le monde extérieur qui s'incarnent dans les empires coloniaux, mais qui s'incarnent aussi dans des détentions financières, dans le canal de Suez, dans la Russie tsariste, dans le Panama, le caoutchouc en Indochine, bon, partout. Et ça crée évidemment un très fort ressentiment dans les pays colonisés qui va finir par s'exprimer avec les mouvements d'indépendance. Ça crée aussi une très forte jalousie au sein des pays européens et en particulier de la puissance industrielle qui est en train de devenir la puissance industrielle dominante à la fin du 19e, au début du 20e siècle, l'Allemagne, qui est démographiquement dominante et qui est en passe de devenir industriellement dominante, qui n'a pas cet empire colonial, qui n'a pas toutes ses possessions extérieures. Et bon, tout ça va rentrer dans un mouvement de contradiction et qui va conduire à l'autodestruction génocidaire des sociétés européennes entre 1914 et 1945. Donc cette contradiction qui a conduit à une remise en cause radicale du système de propriété, à travers les indépendances, à travers des destructions de propriété, à travers le fait que toutes ces possessions étrangères ont été réduites à zéro, à la fois pour financer les guerres, parce qu'il y a eu des expropriations suite à des révolutions en Russie bolchevique, des indépendances, la nationalisation du canal de Suez à la fin de la période 1956. Enfin, il y a tout ce processus, et surtout, ça conduit ce processus à la victoire d'une vision, disons, qui déjà se développait dans les mouvements socialistes, syndicaux de la fin du 19e siècle, sur un droit du travail, le fait d'équilibrer les droits de l'actionnaire avec les droits des salariés, les droits des locataires. Donc c'est tout un système légal qui se met en place pour équilibrer les pouvoirs entre les propriétaires et les non-propriétaires de façon générale, un système fiscal permettant de financer la sécurité sociale, l'État social. Donc on a quand même entre 1914 et 1950-1960 une naissance de l'État social, de l'État fiscal qui permet à la fois d'ailleurs une très forte croissance économique dans les Trente Glorieuses, mais aussi un changement de régime inégalitaire avec un passage à des sociétés de type social-démocrate qui, par rapport aux sociétés précédentes et aux sociétés de propriétaires d'avant 14, sont à la fois beaucoup plus égalitaires, permettent une émancipation par l'éducation, par la santé, qui est quand même une réussite sur laquelle il faut quand même reconnaître et partir de là pour mieux comprendre les limitations qui ont été les leurs ensuite. Alors ces limitations, elles naissent de beaucoup de raisons, mais à partir des années 80-90, s'enclenche une nouvelle dynamique que j'appelle le néopropriétarisme. Et pour moi, l'élément déclencheur numéro un, c'est vraiment la chute du communisme soviétique. C'est-à-dire que il y a aussi le mouvement néoconservateur, réganien, thatcherien, qui est important,
avec un discours qui, en gros, promet le retour d'une grande prospérité américaine si, enfin, on réduit les impôts sur les plus riches, les entrepreneurs. Bon, cette promesse d'une grande dynamisation de la croissance, d'une grande prospérité générale, de salaires croissants à des rythmes inconnus, évidemment, on sait maintenant que c'est pas du tout réalisé, et c'est ça qui fait que aujourd'hui, dans les années 2010, à la fin des années 2010, on a du côté des démocrates américains des projets de réduction des inégalités, de développement d'impôts progressifs sur les revenus, sur les successions, qu'on voit chez les jeunes élus démocrates, chez Sanders, chez Warren, avec des taux de 70-80%, qui avaient été appliqués des années 20-30 jusqu'aux années 80 avec un certain succès. Si on reprend cette phase historique avec recul, moi je défends l'idée que globalement ça a plutôt bien marché. Alors on pourrait faire mieux, avec des formes d'imposition progressive annuelle de la propriété, du patrimoine, qui sont d'ailleurs proposées par Elizabeth Warren, mais aussi par Bernie Sanders, qui vient de proposer là, il y a quelques jours, une version beaucoup plus ambitieuse que Elizabeth Warren de son impôt progressif sur les patrimoines. Il a un taux de 8% sur les décas milliardaires. Donc on n'est plus tout à fait on n'est pas encore tout à fait aux 90% que j'évoque, mais je dirais à ce rythme-là, la direction est la bonne. Et 8%, ça devient potentiellement... voilà, ça veut dire qu'une fortune de 100 milliards doit payer 8 milliards par an d'impôts, et donc potentiellement, ça peut quand même réduire les choses assez vite, même si, vu le rythme d'auto-reproduction des plus hauts patrimoines, je pense que ce n'est pas encore suffisant, et donc je pense que Sanders devrait aller plus loin. Mais disons, par rapport à il y a encore quelques années, où moi j'avais des débats, je me souviens de débats avec Elizabeth Warren en 2014, où sur l'impôt progressif sur la fortune, elle disait oui, pourquoi pas, mais bon, elle était encore très loin. Et on voit quand même que le débat évolue, c'est-à-dire que la crise de 2008 et l'échec de la promesse réganienne a fait évoluer les choses. Mais le facteur le plus important, qui est encore toujours avec nous, même si on est en passe d'essayer de le dépasser, c'est quand même l'échec communiste soviétique qui a conduit, à partir du début des années 90, à une espèce de désillusion générale qui face à l'idée d'une économie juste, qui continue de jouer un rôle très important, en particulier en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe de l'Est, cette espèce de désillusion générale face à toutes les promesses de justice sociale, elle continue d'être très forte. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, que c'est vraiment au cœur de nos contradictions européennes, et en particulier le fait qu'Angela Merkel soit issue de l'Amérique de l'Est, de ce point de vue-là, n'est pas tout à fait un détail dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de scepticisme face à des partis comme Syriza, qui ont été jugés en Europe de l'Est comme des espèces de nouvelles versions de tous ceux qui leur avaient fait des promesses de justice sociale dans le passé, et qui, pour finir, les avaient menés dans des situations pas forcément très satisfaisantes. Alors c'est très injuste comme façon de comparer comme ça ces différents mouvements qui n'ont pas grand-chose à voir entre eux, mais il faut prendre en compte l'effet qu'a eu l'ampleur de cette désillusion post-communiste sur encore le monde d'aujourd'hui. Et c'est ça qui a conduit aussi les partis sociodémocrates à l'Ouest, donc notamment les travaillistes britanniques, sous Blair, mais aussi les socialistes français, évidemment, à partir de la fin des années 80 et du début des années 90, à abandonner un peu toute ambition, finalement, de transformation du régime de propriété. C'est vrai que la façon dont les travaillistes britanniques et les socialistes français sont passés d'une vision dans les années 80, où on misait tout sur les nationalisations, et d'un seul coup, après la chute de l'Union soviétique au début des années 90, non seulement on ne voulait plus rien nationaliser, mais n'avait vraiment plus aucun projet de dépassement du régime de propriété, et même se sont retrouvés avec les forces politiques qui ont poussé pour un nouveau régime financier international basé sur la libre circulation des capitaux, avec aucune régulation collective, aucune façon de savoir qui possède quoi où. Et après, on se retrouve 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard à dire « Ah, bah c'est ballot, on ne sait pas qui possède quoi où, on ne peut plus faire de régulation de la propriété. » Oui, mais sauf que ça vient, c'est pas tombé du ciel. C'est-à-dire que ce système légal international qui permet d'appuyer sur un bouton pour déplacer ce qu'on possède ailleurs sans que personne puisse en suivre la trace, à part le banquier qui va vous garantir votre droit de propriété, mais surtout pas la puissance publique, ça n'a rien de naturel. Enfin, il n'y a jamais rien de naturel dans ces institutions légales, économiques. Mais alors là, pour le coup, c'est vraiment une construction très sophistiquée qui vise précisément à rendre impossible toute forme de justice économique. Et donc là, il y a quand même une défaillance. Enfin, je pense qu'on se rendait peut-être pas complètement compte dans les années 80-90, quand les uns et les autres ont signé ces traités,
et notamment le traité de Maastricht. Moi, je précise au passage qu'en 92, c'était mon premier vote, j'avais 21 ans, j'ai voté pour le traité de Maastricht. Je ne suis pas forcément fier, enfin, si j'avais voté non, je ne sais pas si je serais particulièrement fier non plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait aussi un aveuglement collectif, c'est-à-dire qu'on ne se rendait pas forcément compte. Il y a peut-être des personnes qui se rendaient un peu plus compte, je pense que certaines personnes, les fonds de placement luxembourgeois, etc., il y avait des groupes de pression aussi qui poussaient vers cette forme de libre circulation des capitaux et qui savaient très très bien ce qu'ils faisaient. D'autres personnes se sont fait avoir. Bon, ce qui compte, c'est les leçons qu'on tire de tout ça pour la suite. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu une des limites disons, des idéologies social-démocrates en général, c'est leur absence de pensée économique sur le dépassement de l'État-nation et sur le fait que si on veut avoir des relations économiques et commerciales à un niveau transnational, il faut aussi faire de la régulation transnationale. On ne peut pas avancer sur un front sans avancer sur l'autre. On ne peut pas avoir une économie monde sans avoir une politique monde. Et ce reproche que faisait déjà Hannah Arendt en 1951 aux sociodémocrates de l'entre-deux-guerres, où elle leur disait en gros... Bon, vous étiez les plus sympathiques, hein, c'était pour eux qu'elle votait, comme Polanyi, etc. Mais elle leur dit, voilà, vous avez complètement foiré votre coup parce que votre internationalisme, il était en fait que de façade. C'est-à-dire que c'était un discours internationaliste, mais dans votre pratique politique, vous aviez des projets étroitement limités à votre État-nation, alors que toutes les forces politiques, que ce soit l'idéologie colonialiste, l'idéologie bolchevique, l'idéologie nazie, ou même le projet états-unien, étaient des projets à la taille de l'économie monde. Et vous étiez bien les seuls à vous rendre compte que si vous avez un capitalisme monde, vous n'allez pas comme ça en prendre le contrôle avec votre petite politique restreinte à l'État-nation. Et d'une certaine façon, ce reproche de Hannah Arendt qui est formulé en 1951, on pourrait le reprendre exactement pareil sur les décennies qui ont suivi. On a cru, disons, jusqu'aux années 80, tant qu'il y avait des contrôles des capitaux, pouvoir construire l'État social dans le cadre de l'État-nation. À partir du moment où on ouvrait ça sans aucune réflexion sérieuse sur la régulation collective que ça impliquait, les mouvements en question se sont sciés leurs branches et on en est toujours là. Et donc là, voilà, je pense qu'il est temps de faire le bilan de tout ça et d'essayer d'en tirer les conséquences pour la suite. Et les conséquences pour la suite, c'est donc un dépassement du capitalisme que vous appelez de vos voeux. Alors, vous parlez de dépassement du capitalisme. Stiglitz, il parle plutôt de capitalisme progressif. Qu'est-ce que c'est exactement la nuance progressiste, ouais. Et qu'est-ce que c'est exactement la nuance? Et est-ce que ça suffit pour changer réellement la donne? Pour moi, le dépassement du capitalisme, c'est quand même, ça va beaucoup plus loin que le capitalisme progressif dont parle Stiglitz. Hein. Mais pourquoi pas l'anticapitalisme? Alors, moi j'insiste sur, je dis dépassement du capitalisme, on pourrait dire abolition du capitalisme, remplacement du capitalisme. Je veux insister, je préfère un peu le mot dépassement parce que je pense que le mot dépassement oblige un peu plus à dire ce qu'on met à la place du capitalisme, parce qu'on veut le dépasser, c'est-à-dire on ne veut pas juste le rabaisser, le détruire, etc. On veut vraiment mettre quelque chose qui est mieux, donc je pense que ça oblige à insister sur vraiment le système alternatif qu'on a en tête. Et je trouve que c'est un peu trop facile, surtout après les expériences désastreuses de remplacement du capitalisme au XXe siècle en Union soviétique, c'est un peu trop facile de dire, voilà, on s'en préoccupera ensuite, une fois que la conflictualité sociale aura mis à bas le système, on commencera à réfléchir parce que c'est quand même le problème de 1917 et l'Union soviétique, c'est aussi, je pense, un manque de réflexion quand même sur l'organisation alternative. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans les années 20 avec un débat sur est-ce qu'on autorise la petite propriété privée, les petites entreprises, les coopératives, on nationalise uniquement les très grosses. Comme on sait, Lénine était plutôt pour garder les plus petites en propriété privée, la nouvelle politique économique. Staline a simplifié tout en disant, bon, non, on nationalise tout, c'est trop compliqué votre histoire, si on garde un peu de propriété privée, ça va s'étendre partout. Il y avait pas de plan sur la table de où est-ce que ça s'arrête la petite propriété privée, à quel moment ça peut être utile, un peu de propriété privée, comment ça s'insère dans la logique des coopératives. Il y a jamais vraiment eu de plan. Donc moi, je prétends pas avoir un plan magique, mais au moins j'essaye de prendre ces questions de front et de dire si on veut repenser la propriété et dépasser le capitalisme avec une forme de socialisme participatif. Donc moi j'assume le mot socialisme, je lui adjoins participatif parce que je pense qu'il faut insister sur le fait que c'est un projet qui repose d'abord sur la circulation du pouvoir, sur quelque chose qui est aux antithèses de la propriété étatique hyper centralisée et du communisme étatique.
Oui, bon, je crois pas. Je crois que le mot socialisme... Après, bon, moi, il y a des gens à la fête de l'UMA, ils me disaient pourquoi pas communisme participatif. Et je leur répondais que moi, je n'avais pas de problème si le mot communisme participatif s'impose plus. Il me semble quand même que le mot communisme est un peu plus abîmé par l'histoire du XXe siècle que le mot socialisme, et le fait qu'il soit utilisé aujourd'hui de façon flamboyante par le Parti communiste chinois rend quand même les choses un peu compliquées. Le socialisme a été abîmé par... Bien sûr. Et donc beaucoup de personnes réagiraient de la même façon avec le mot socialisme, et je le dis d'ailleurs dans la conclusion, moi ceux qui veulent absolument balancer tous ces mots à la poubelle, je peux comprendre, même si je ne partage pas leur point de vue. Je pense que le socialisme démocratique, puisque la social-démocratie, malgré toutes ses limitations, c'était aussi une forme de socialisme démocratique, qui était d'ailleurs dans le nom complet de beaucoup des partis qu'on appelle sociodémocrates pour simplifier, et je pense qu'il y a des choses à sauver de ce mot-là, bon, à condition de s'entendre sur ce qu'on met derrière. Donc moi, ce qui compte surtout, c'est la proposition de dépassement de la propriété privée, et aussi du dépassement de la forme État-nation par ce que j'appelle le social-fédéralisme. Donc le socialisme participatif, c'est d'abord l'idée qu'on essaye de remplacer la propriété privée par une forme de propriété que j'appelle sociale et temporaire. Donc c'est l'idée, il y a deux éléments là-dedans. La propriété sociale, c'est vraiment l'idée que le fait d'apporter du capital, y compris dans une petite entreprise, ne peut pas donner tous les droits. Et qu'il est absolument essentiel que toutes les parties prenantes, et en particulier les salariés qui s'investissent dans l'entreprise, souvent sur le long terme, et qu'il y a vraiment un véritable équilibre du pouvoir entre les salariés et les actionnaire. Donc le minimum syndical, si je puis dire, c'est le partage des pouvoirs 50-50 qui a été fait en Allemagne et en Suède. Alors c'est entre un tiers et la moitié des voix pour les représentants des salariés dans les conseils d'administration en Allemagne et en Suède depuis les années 50. En Suède, c'est plutôt un tiers que la moitié, mais ça s'applique aux plus petites entreprises, alors que l'Allemagne, la moitié s'applique uniquement aux très grandes entreprises. Donc finalement, le système suédois peut être plus avancé de certaines façons. Je pense qu'on peut avoir pour commencer, la moitié des voix pour les représentants des salariés dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et de surcroît, je pense qu'on peut aller plus loin en plafonnant les droits de vote des actionnaires les plus importants dès lors que l'entreprise prend une taille importante. Donc je donne des éléments concrets pour donner une idée de ce que ça peut vouloir dire dans le livre. J'évoque le fait qu'un actionnaire ne peut pas avoir plus de 10% des droits de vote dans les entreprises qui dépasseraient 100 salariés, puis que ça passe de 90% dans les toutes petites entreprises à 10% dans les entreprises à des versions de 10 salariés, sachant que là, on parle de toute façon des 50% des droits de vote pour les actionnaires. Donc, de toute façon, même quand on dit 90% des droits de vote pour celui qui apporterait... Bon, prenons un cas très simple. Mettons qu'une personne crée une épicerie ou un restaurant, une petite affaire, et embauche un salarié. Et il y a une personne sur les deux qui a apporté, je sais pas, les 20 000 € qu'il fallait pour démarrer l'affaire, et l'autre n'a rien apporté. Dans le système que je décris, en fait, si les deux sont salariés dans l'entreprise, les deux sont salariés auront les 50% des voix, donc à part égale, affectées aux salariés. Par contre, les voix pour les actionnaires, comme il n'y en a qu'un seul qui a apporté du capital, celui qui a apporté les 20 000 € aura 90% de 50% des voix, donc 45% des voix, plus les 25 en tant que salarié, donc il aura 70% des voix, il aura la majorité. Par contre, dès lors, si vous faites le calcul et que vous appliquez ça plus loin, vous verrez que dès lors qu'on arrive à 3, 4, 5 salariés, 10 salariés, et que la taille de l'entreprise augmente, en fait, très rapidement, il n'y a plus de majorité absolue pour qui que ce soit. Ce qui oblige aussi alors il y a quand même un peu plus de pouvoir pour celui qui a apporté, parce que je pense que sur des petits apports en capital, la petite propriété privée peut être un moyen qui aide aussi l'émancipation individuelle et qui ne conduit pas forcément à l'aliénation évoquée traditionnellement au sujet de la propriété privée. Qui est cette critique en termes d'aliénation, elle est évidemment valable dès lors qu'il s'agit d'accumulation de pouvoir considérable. Sur la petite propriété privée, je pense que ça n'aurait pas de sens de dire que celui qui a apporté 20 000 € sur l'affaire n'a pas plus de pouvoir que celui qui n'a rien apporté, parce que celui qui n'a rien apporté, qui a été embauché la veille, peut-être que lui-même, dans 3 mois, il a son propre projet, il va économiser 20 000 €. Donc sur des sommes raisonnables et sur des propriétés raisonnables, je pense qu'il est normal de garder un lien limité, contrôlé. Donc voilà, c'est ça que j'appelle la propriété sociale, c'est qu'on ait des rapports de pouvoir et un équilibre des pouvoirs entre les salariés, les actionnaires, les petits actionnaires, les plus gros actionnaires, qui permettent voilà, un certain équilibre. Et ceci doit être complété par la propriété temporaire. Donc ce que j'appelle la propriété temporaire, ça correspond à un système où
Bon, en gros, vous pouvez posséder quelques centaines de milliers d'euros, mais si vous commencez à posséder des millions, des dizaines de millions, et a fortiori des centaines de millions, des milliards, bah vous allez devoir rendre à la collectivité chaque année une très grande partie de ce que vous possédez. Donc je donne un exemple de barème qui est de 0,1% par an pour les gens qui ont moins de 200 000 euros, donc ce serait moins que la taxe foncière actuellement quand vous possédez un appartement qui vaut 200 000 euros, votre taxe foncière c'est plutôt 0,2-0,3% de la valeur de votre bien, ou parfois un peu plus, mettons 1 000 euros pour un appartement de 200 000, ce serait 0,5%, bon, ça peut être 800 euros. Donc 0,1% vous avez une baisse à ce niveau-là, et par contre ça monterait jusqu'à 90% si vous avez un milliard. Alors j'ai vu beaucoup de personnes s'affoler à cette idée, à cette violation caractérisée d'un droit de l'homme fondamental qui est de pouvoir posséder tranquillement 1 milliard. Bon, moi je ferais quand même remarquer que les personnes en question gardent 100 millions après 90%, alors il y aura encore un impôt à 60% à 100 millions, donc ça les ramènera assez rapidement effectivement vers plutôt des patrimoines de l'ordre de quelques dizaines de millions, et même là, de tels patrimoines, effectivement, ne dureraient pas longtemps. C'est-à-dire qu'il y aurait un besoin de rotation, de circulation. Et tout ça permettrait de financer une dotation de 120 000 euros à 25 ans pour tout le monde. Parce que c'est quand même ça, les conservateurs, ils aiment bien quand on critiquait les impôts en oubliant ce à quoi servent les impôts. À avoir de la justice éducative, à avoir, en l'occurrence, là, une dotation en capital, qui me paraît vraiment essentielle, parce que si on regarde l'évolution des inégalités depuis le 19e siècle, il y a quand même quelque chose qui n'a jamais changé, c'est que la propriété est restée très très concentrée. C'est-à-dire, quelles que soient les magnifiques réussites des régimes sociaux-démocrates dans la Seconde Guerre mondiale, bon, il y a un truc qu'ils n'ont jamais réussi à faire, c'est diffuser la propriété, parce que si la réflexion sur la diffusion de la propriété, c'était encore une autre insuffisance des régimes sociaux-démocrates, n'avait pas permis finalement de vraiment aller au-delà d'une diffusion. Disons, les 1% les plus riches en patrimoine par rapport à l'avant 1914 ont perdu, mais ont perdu principalement au bénéfice des 10% ou des 20% suivants, donc des classes supérieures, des classes moyennes très très supérieures, mais les 50%, les 60% les plus pauvres, en fait, possèdent encore aujourd'hui, dans un pays comme la France, moins de 5% du patrimoine total. C'était 2% au 19e siècle, donc oui, il y a un progrès, on est passé de 2% à 5%, alors que là, avec un patrimoine de 120 000 euros pour tous à 25 ans, qui correspond à peu près au patrimoine médian, qui est actuellement de 100 000 euros, et le patrimoine moyen étant à 200 000, ça permet quand même beaucoup de choses, parce que de posséder ça peut permettre d'avoir un logement qui permet déjà de moins se soucier de devoir rembourser un loyer chaque mois, de reverser une grosse partie de son salaire, ou de se contraindre à des activités professionnelles amenant un salaire régulier pour payer son loyer. Donc c'est pas rien en termes de possibilité de mener sa vie que ça implique. Ça peut permettre de créer une petite entreprise, ça peut permettre de prendre du pouvoir dans l'entreprise dans laquelle on travaille. Donc si on met les deux bout à bout, propriété sociale, propriété entrepreneur, je maintiens que le système qui est derrière est un dépassement de la propriété privée, du capitalisme. Alors, il y a toujours un peu de propriété privée, mais c'est quand même quelque chose qui n'a plus grand-chose à voir avec le système de propriété privée tel qu'on le connaît actuellement. C'est très frustrant parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais il y a plein de questions qu'on aurait voulu vous poser sur ce que vous pensez de ce que doit être une société juste. Bref, on sera sans doute amené à se revoir, on l'espère en tout cas. Il y a quand même beaucoup de vos détracteurs qui s'affolent en ce moment. Je ne sais pas si c'est de la jalousie intellectuelle ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de vos confrères économistes qui vous répondent. Et juste très rapidement, je vais vous citer 5 de leurs arguments, et j'aimerais que vous puissiez nous répondre très succinctement pour leur opposer une réponse. La première de ces critiques, c'est ceux qui sont riches méritent de l'être. Oui, mais enfin, ça me paraît vraiment être une affirmation de nature religieuse. C'est mérite de l'être, mais à quelle hauteur? Enfin, quel que soit le nombre de zéros. Enfin, si vous avez... Les plus riches avaient entre 1 et 10 milliards il y a 20 ans, maintenant ils ont plus de 100 milliards, et s'ils en avaient 10 000, et s'ils possèdent toute la planète, là ça suffira pas, il faut aussi qu'on soit tous endettés après. Enfin, où est-ce que ça s'arrête? Cet refus, cette peur de rentrer dans la discussion de où la propriété devient excessive, a conduit à d'immenses dégâts dans l'histoire. Je rappelle l'histoire des abolitions de l'esclavage, où on a voulu compenser intégralement les propriétaires d'esclaves, avec ce même argument que les intellectuels libéraux de l'époque, comme Tocqueville, serinaient à loisir, en disant « si vous remettez en cause cette propriété-là, vous ne saurez pas vous arrêter ». Mais je pense qu'il faut savoir faire confiance à la délibération démocratique pour savoir où s'arrêter. Sinon, on ne va pas savoir résoudre aujourd'hui les problèmes d'appropriation de ressources naturelles, de connaissances publiques et d'autres formes d'appropriation extrême qu'on voit aujourd'hui. Vous allez tuer l'innovation. Là encore, la promesse réganienne
des années 80 de dynamiser l'innovation, dynamiser la croissance grâce à la réduction des taux d'imposition sur les plus hauts revenus, est une promesse qui, dans l'absolu, aurait pu être vraie. C'est un discours parmi d'autres il se trouve que la croissance américaine a été divisée par deux. C'est-à-dire qu'entre 1950 et 1990, le revenu national par habitant augmentait de 2,2% par an. Entre 1990 et 2020, après les réformes Reagan de la fin des années 80, elle est passée à 1,1% par an sur 30 ans. Donc on compare une période de 40 ans et une période de 30 ans. Donc dans les deux, il y a des crises économiques, il y a des choses, mais sur 30 ans, 40 ans, quand on a une croissance qui est divisée par deux, quelle est la théorie de ceux qui croient dans la thèse réganienne? C'est que la croissance s'apprêtait à être divisée par 3 ou 4 et qu'on a limité les dégâts en la divisant que par 2 grâce à cette politique. Moi, j'invite tous ceux qui veulent faire cet argument à le formuler précisément, à apporter des éléments. Je pense que c'est très difficile de tenir cette thèse sur la base des éléments dont on dispose, et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, Trump n'est pas exactement Reagan dans le discours. C'est-à-dire qu'il est obligé de compléter la promesse de prospérité par une promesse de sécurité identitaire. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau discours qui est de dire « Ah, il y a un autre truc, c'est que les méchants Mexicains, les méchants Chinois, le reste du monde veut voler l'Amérique blanche du fruit de son travail, et c'est seulement en se battant contre eux que... » Donc la promesse réganienne, elle n'a pas marché, sinon Trump n'aurait pas besoin aujourd'hui, pour rassurer tous ces gens qui se sentent oubliés par la mondialisation, de leur tenir une autre promesse de type identitaire. Il faut laisser les riches s'enrichir plus pour améliorer la situation des pauvres, la fameuse théorie du ruissellement. Oui, là encore, cette théorie pourrait dans l'absolu être vraie, elle est tenue à toutes les époques, à tous les discours. Après, il faut regarder en pratique, vu l'ampleur des inégalités dont on parle, est-ce que ça a permis effectivement de bénéficier aux plus pauvres? Dans le cas des États-Unis, qui est le pays qui a poussé le plus loin cette théorie, on constate un effondrement de la part des 50% les plus pauvres dans le revenu national, avec une stagnation complète. Juste pour rappeler, hein, le salaire minimum horaire aux États-Unis actuellement est 7,20 $. En dollars de 2019, il était de 11 $ en 1970. Hein. Donc sur un demi-siècle, il y a eu une baisse du salaire minimum, ce qui dans un pays par temps de paix, etc., n'est quand même pas une chose courante. Donc voilà, la promesse de prospérité pour les classes populaires et les classes moyennes n'a simplement pas été tenue. Et si elle avait été tenue, si les revenus modestes américains avaient été multipliés par 2 ou 3 sur la période, le débat serait très différent. Et je serais content d'avoir cet autre débat. Mais en attendant, c'est ça qu'on a sous les yeux. La propriété est la mère de tous les droits. L'abolir serait liberticide. Alors moi je pense qu'au contraire, les régimes démocratiques modernes se fondent sur une limitation des droits des propriétaires privés, et le fait d'équilibrer les droits des propriétaires avec les droits des salariés, les droits des locataires, les droits des consommateurs, les droits des électeurs, des citoyens, et que c'est par cet équilibre des droits que la liberté démocratique moderne et l'état de droit s'est construit. Et que la sacralisation du droit de propriétaire qu'on avait au XIXe siècle, ça allait de pair avec une violence inouïe dans les rapports de domination, d'appropriation esclavagiste, coloniale, dans le système de droit de vote strictement réservé aux propriétaires, et ça n'avait rien à voir avec la liberté. Donc cette vision de la liberté totalement intrinsèquement liée à la sacralisation de la propriété privée, c'est vraiment une vision extrêmement élitiste, extrêmement autoritaire, qui était celle de Tocqueville au moment des débats sur l'abolition de l'esclavage. Et Tocqueville, je le cite dans le livre, il y a des passages incroyables où il explique en substance qu'en 1848, au moment de l'abolition, il faut que pendant au moins 20 ou 30 ans, les esclaves reversent la moitié de leur salaire à leur ancien propriétaire, parce que c'est un lent apprentissage de la liberté qui leur permettra d'apprendre à être libre. Et moi, ça me fait penser un peu aux réactions du journal L'Opinion, là, qui il y a 2 semaines me disait, mais quand même, là, tous ces enfants des classes populaires à qui vous donnez 120 000 €, est-ce que, en termes d'incitation au travail, est-ce qu'ils vont savoir quoi en faire? Alors que par contre, des héritiers de riches, des enfants de riches peuvent recevoir des millions, dizaines de millions d'euros. Là, ils n'ont pas du tout envie de mettre la moindre limite sur leur liberté. Et puis là, 120 000 malheureux euros pour 60% de la population qui actuellement reçoivent rien, ça les fait complètement flipper. Donc, c'est la liberté de qui? Enfin, c'est quand même... enfin, au moins, ils se trahissent de façon très très claire dans le fait que, oui, de Tocqueville à L'Opinion et à Nicolas Béthou aujourd'hui, ou à Bavrez aujourd'hui, il y a une continuité évidente. Justement, dernière critique, il ne faut pas s'attaquer à la richesse, il faut s'attaquer à la rente. Oui, alors le mot de rente est intéressant parce que ce mot a une histoire. Pendant très longtemps, le mot de rente, au XIXe siècle, désigne simplement le revenu du capital, quelle que soit sa forme, et il a quelque chose de positif dans les romans balsaciens. Voilà, le capital est là pour produire un revenu, et on veut que ce revenu soit le plus sûr possible.
Dans le discours moderne, dans le discours néo-entrepreneurial, néo-propriétariste, on essaye de mettre tout ce qui est mal dans le mot rente, en gros la rente foncière, le propriétaire du 19e siècle, du 18e siècle, par opposition aux dividendes super dynamiques ou aux plus-values super dynamiques du start-uppers qui fait bénéficier la planète entière de ses bienfaits, de ses grandes innovations. Bon, tout ça, c'est très intéressant comme discours d'analyser, mais en pratique, ce qu'on constate, c'est que qu'on appelle ça des rentes, des dividendes, des intérêts, des plus-values, les fortunes, au-delà d'un certain niveau, ont tendance à se reproduire avec un rythme d'accroissement, si on regarde les plus hautes fortunes mondiales, qui dépend plus, à partir d'un certain stade, de leur origine. C'est-à-dire, si on regarde les fortunes issues de L'Oréal, donc qui correspondent à une société créée il y a un siècle, et dont les héritières auxquelles elles n'ont pas participé, ces fortunes continuent de se reproduire depuis 20-30 ans, au même rythme que d'ailleurs la fortune de Bill Gates depuis qu'il a quitté Microsoft, ou depuis... Enfin, vous voyez, donc il y a une espèce de logique de boule de neige qu'on observe très nettement, par exemple, quand on regarde l'évolution des dotations des plus grandes universités américaines, où là, c'est vraiment des pures abstractions. C'est-à-dire que c'est géré par un conseil d'administration d'une fondation, c'est pas des grands entrepreneurs individuels qui font je sais pas quelle merveille avec cette fortune. Et on voit, quand on regarde les rendements de ces dotations, des effets de taille considérables. C'est-à-dire qu'en gros, les plus grosses obtiennent les rendements les plus élevés, et vous avez un écart entre les plus faibles dotations et les plus hautes qui s'accroît au cours du temps, parce que le système financier international, les opportunités de placement avec des produits financiers extrêmement sophistiqués, des dérivés d'actions, des dérivés de produits compliqués sur des matières premières, des swaps de matières premières, sont des produits à très haut rendement qui ne sont accessibles que pour des très gros portefeuilles. Et donc vous avez des logiques comme ça de reproduction de la fortune, donc qui sont des formes très nouvelles par rapport à des rentes foncières traditionnelles d'ancien régime, mais qui pour finir, est-ce qu'elles sont plus méritées, est-ce qu'elles ne conduisent pas à des formes de concentration excessive entre les individus, aussi entre les universités d'ailleurs, et qui devrait être remise en cause. Je crois pas. Donc il y a une façon de se réfugier derrière des mots, disant voilà, vive l'innovation, bas la rente, qui sont plus du slogan quasi religieux que de l'analyse historique des phénomènes en présence. Moi j'ai une toute dernière mini-question. Pourquoi vous faites pas de la politique ? Mais ça, c'est de la politique. Ouais, pourquoi Piketty 2022 ? Non, mais de la politique politicienne. C'est vraiment autre chose, hein, la politique politicienne. Il y a le début d'un programme, d'un aspect programmatique. Et vous êtes un citoyen, vous avez le droit de vous présenter. Hein. Non, mais moi je ne considère pas que la politique appartient, y compris la politique dans sa dimension électorale, appartient à une petite classe de politiciens, d'acteurs politiques. Après, cela étant dit, moi, je pense que ça manque pas trop, les gens qui ont envie d'être candidats et qui ont envie qui rêvent d'avoir leur portrait pour ensuite être déboulonnés sur des mairies, tout ça. Moi, c'est vrai que j'ai pas ce type de fantasme, mais je pense que ça, c'est ce que j'arrive à faire de mieux et de plus utile. J'ai envie de continuer de le faire parce qu'il y a tellement d'autres choses, d'autres pays sur lesquels les archives sont disponibles, d'autres matériaux à creuser. Moi, je suis là, j'ai tous les étudiants de master, de doctorat qui explorent plein de nouvelles archives. Je suis retourné à ce travail presque immédiatement après avoir pas mal fait le tour du monde après la sortie du Capital au XXIe siècle, qui était très intéressant. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens dans plein de pays, de découvrir plein de personnes, des chercheurs, des citoyens que je connaissais pas. Ça m'a ouvert sur beaucoup de réalités historiques que je connaissais pas. Mais j'avais qu'une seule envie, c'était de retourner à mon bureau, à mes étudiants, à mes recherches. Et là, je crois que c'est ce que je vais faire aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Après, moi, je me force à m'engager au moment des élections. Je dis bien je me force parce que c'est toujours compliqué de s'engager, mais en même temps c'est aussi compliqué de ne pas s'engager et de rester planqué dans son bureau, ce que je pourrais faire aussi, ce que je saurais faire aussi, mais je trouve ça... Donc je vais continuer d'essayer de le faire. Et concrètement... On a espoir que la gauche puisse se relever quand même. Oui, je pense que quand il n'y a que 25 ou 30% des électeurs qui se reconnaissent dans ce qui est à la gauche du pouvoir actuellement en place, si ces 25 et 30% ne sont pas capables de se parler dans toutes leurs composantes et de s'unir, c'est effectivement, il y a autant arrêter de faire cette activité. Donc tous ceux qui continuent de nous dire attention, mais 10% vont devenir 30% tout seuls et donc que tout le monde se range derrière moi, c'est vraiment
c'est pathétique, quoi. Je ne sais pas comment ils peuvent avoir comme ça ce tel fantasme de se retrouver devant, derrière tous les autres. Enfin, ça correspond à aucune réalité. C'est-à-dire, on sait pertinemment que si on veut éviter d'avoir à nouveau un choix Macron-Le Pen, il n'y a que l'unité de se faire. Et l'idée qu'on va faire l'unité en regardant les sondages au dernier moment et en disant « Regardez, je suis devant dans les sondages, donc il faut que tout le monde se derrière moi », enfin, c'est un mode de règlement des conflits en politique par les sondages qui est quand même particulièrement primitif. Et donc on doit quand même pouvoir trouver des modes de mobilisation politique, d'implication politique. Alors on peut faire plus malin qu'une primaire sur des personnes, on peut faire voter des gens sur des programmes, les faire participer à des débats, mais à la fin des fins, il faut quand même se mettre d'accord sur des options, sur des candidats, et il faut mieux le faire avec des procédures démocratiques qu'en regardant les sondages, parce que tous ceux qui refusent les procédures démocratiques, à la fin des fins, leur argument massu dans les 6 derniers mois de campagne, c'est de dire « Regardez, je suis devant dans les sondages, il faut... Okay. » Donc, il y a quand même voilà, un niveau de foutage de gueule dans les stratégies politiques des uns et des autres à gauche, là, c'est bien parti pour se reproduire la prochaine fois, qui est quand même très fatigant. Donc moi, je ne manquerai pas de le dire et de le redire. Et après, voilà, ma capacité à convaincre est malheureusement limitée. Donc merci néanmoins pour votre soutien dans cette tâche. Et ce livre est aussi un appel à la gauche à remettre aussi la question des égalités, de l'égalité aussi. De l'égalité, de la propriété, qu'il faut repenser radicalement. Merci beaucoup Thomas Piketty. Merci beaucoup.